Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est l'été Smart en ce vendredi soir. C'est le week-end, mais avant le week-end, voilà, il y a encore une heure à passer à analyser, comprendre l'actualité économique du moment avec mes deux invités. Deux thèmes, comme chaque soir, au menu de l'émission. D'abord, pourquoi ce vent d'optimisme, l'impression depuis 2-3 jours, là, à la fois sur les marchés, sur les statistiques économiques, l'air du temps est économique, hein, encore une fois, précisons les choses, l'air du temps est là comme ça, tout d'un coup, passé à très positif, un ciel bleu, pas le vrai ciel bleu, parce qu'il y a beaucoup plu cette semaine, il pleut encore tout le week-end, mais un ciel bleu économique, alors voilà, c'est bien, tant mieux. Sur quoi se base, sur quoi s'appuie ce vent d'optimisme, ce sera le sujet de notre première partie de l'émission. Et puis, après la pause, dans une seconde partie, on s'intéressera à différents dossiers business, industriels, dans l'univers des services. Deux annonces plus ou moins concomitantes hier soir, à la fois Canal+ qui récupère le foot à la faveur de, voilà, d'un trublion qui s'est planté, et puis dans un domaine complètement différent, Alstom qui récupère aussi plus ou moins son précaré dans l'univers des trains auprès de la SNCF dans le cadre d'un business complètement différent, puisqu'effectivement Alstom a perdu un marché, a racheté celui qui avait remporté le marché pour finalement dénoncer le dit contrat en estimant que voilà. Bref, dans les deux cas, on a une sorte de retour à l'ordre ancien avec les acteurs qui étaient bien installés, qui ont été un petit peu agités, et puis finalement qui retrouvent leur position d'avant. Est-ce qu'en termes de concurrence et de possibilités de concurrence, de droit européen, y compris par rapport au sujet Alstom notamment, qu'est-ce que tout ça nous dit? Ce sera la question voilà, un petit peu tirée par les cheveux, mais quand même j'essaierai d'arriver à mes fins avec eux, que je poserai à mes deux invités tout à l'heure. Mes invités à ma droite, Christopher Dembig, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes directeur associé au sein de la banque Berenberg. À ma gauche, Laurent Wronski, bonsoir. Bonsoir. Chef d'entreprise, directeur général d'Ervor dans l'industrie. Vous fabriquez, je le rappelle à chaque fois, des compresseurs. Merci Absolument. à tous les deux d'être avec moi en ce vendredi soir. Tout de suite, avant les deux sujets que je viens d'évoquer, notre question apéritif. Un apéritif avec un sourire pour démarrer l'émission. Regardez, c'était il y a 25 ans exactement. On disait en 1996. Regardez cette couverture du magazine américain Business Week qui était la Bible à l'époque de l'univers du business, qui est un petit peu tombé de son piédestal peut-être depuis, racheté par Bloomberg. Mais à l'époque, il y a 25 ans, c'était vraiment la référence. La une Business Week, donc il y a 25 ans exactement, jour pour jour. Une cover story Apple, The Fall of an American Icon. Voilà, 25 ans plus tard, c'est la plus grosse boîte du monde. C'est une entreprise qui a explosé tous les records, qui vaut entre 2200 et 2300 milliards de dollars à la bourse, qui a affiché il y a 3 jours le plus gros bénéfice trimestriel jamais enregistré dans l'univers de l'industrie mondiale. 28 milliards de dollars de bénéfices sur 3 mois. Un chiffre d'affaires au même niveau. Alors quand on voit ça, alors c'est encore une fois c'est un clin d'œil, mais c'est intéressant ce type de clin d'œil. Vous voyez quoi? Votre regard là-dessus, est-ce que vous dites vous voyez d'abord la courte vue, le cas échéant du journal, les hauts et les bas de la vie normale et de la vie des entreprises, l'importance du manager et de sa vision, parce que ça c'est une période où effectivement le manager créateur était pas aux manettes, je sais pas, la nécessité de ne jamais se prononcer, jamais de prononcer le jugement définitif tant que le cadavre n'est pas complètement mort. Comment vous avez vu, alors vous êtes le plus jeune des deux, là, des trois d'ailleurs, Christopher, mais bon, vous connaissiez l'histoire évidemment. Voilà, quand on a ce rappel comme ça, frappant, on voit que c'est intéressant quand même. Ça vous montre effectivement qu'il faut prendre en compte le cycle de vie des entreprises qui se calque parfois aussi sur le cycle économique. Et là, ça montre bien que finalement, on peut avoir des bas, mais il y a des capacités de rebond. En l'occurrence, dans le cas de cette entreprise, il y avait bien sûr la figure du chef d'entreprise, entrepreneur, visionnaire, mais aussi tous les éléments en termes de communication qui sont venus quelques années plus tard, à partir des années 2000, avec le succès, vraiment l'essor global d'Internet. Donc ça vous montre surtout que
Une entreprise, tant qu'elle n'est pas en faillite, elle a toujours une capacité de réponse. Ça dépend des hommes, ça dépend aussi de la stratégie qui va être menée, mais ça, indéniablement, il ne faut pas tuer la peau de l'ours trop rapidement. Et surtout, sur ce cas-là, c'est vrai qu'on connaît plein de grandes sociétés qui ont connu aussi des bas, mais qui ont su se relever. Mais c'est souvent intrinsèquement lié au parcours de l'homme ou des hommes à la manette, et également aussi à la vision qui est stratégique en termes de développement de marché, d'innovation, qui est aussi liée à ça. Ça nous rappelle, Laurent, que ce n'est pas une boîte toute récente, Apple, parce qu'à l'époque, la boîte avait déjà 20 ans. Hein, c'était déjà une American Icon, comme disait Business Week. Donc, il y a 25 ans, votre regard, vous, sur ce contraste entre cette une de l'époque, la chute d'Apple, et cette situation incroyable aujourd'hui. Encore une fois, incroyable au point que jamais une entreprise a été aussi puissante, probablement, dans l'histoire du capitalisme. D'abord, ça me rappelle que quand j'avais 14 ans, j'étais au club informatique du lycée. On avait un ordinateur. On était 15 et c'était un Apple. C'était un Apple II. C'était un Apple II, quoi. Donc, et c'était déjà formidable. C'était avec un écran vert. Et ça, c'est génial. Hein. Bon. Et puis, ça me rappelle aussi que moi, je me souviens très bien de l'histoire de Bill Gates à l'époque. Alors, Apple II, c'est un peu avant 96. Hein. Oui, c'était pas à l'époque du journal. C'était au début d'Apple. Bien sûr. Mais je me souviens aussi que quand Bill Gates est allé voir les gens d'IBM qui avaient développé en clair un système d'exploitation, on lui avait dit, à l'époque, Big Blue avait dit, mais de toute façon, le PC, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Oui, tenez, prenez-le, on vous donne un pourcentage sur chaque vente. Ça aussi, je dirais, l'histoire a montré que M. Gates a quand même plutôt pas mal réussi avec les PME. Bon, moi, ce que ça me dit, c'est une chose très simple. Je pense qu'il faut être très humble. Et depuis un an, on n'a pas arrêté d'avoir des experts, des gens qui vous font des pronostics, le monde de demain, le monde d'après-demain, le monde de ceci, le monde de cela. Moi, je pense qu'il faut être très, très humble. Il n'y a rien de plus difficile que de prédire l'avenir. Que ce soit au niveau des entreprises, au niveau de la conjoncture, voire au niveau politique. Voilà ce que ça m'inspire. Et même les plus grands se trompent. Ah ben, c'est très bien, c'est une leçon pour nous tous. Vous êtes chef d'entreprise, je le disais, vous avez pas la taille d'Apple, mais vous avez connu des hauts et des bas, forcément. J'ai misé, bien sûr, j'ai financé des programmes de développement produit, j'ai financé des développements commerciaux dans des pays, et on n'a pas eu les résultats escomptés. Mais ça s'appelle de la prise de risque. Et ça, c'est notre job. Donc là-dessus, par contre, est-ce que j'ai fait tapis et est-ce que j'ai parié l'avenir entier de l'entreprise sur un coup de dé? Ça, non. Est-ce que ça veut dire, tiens, ça me fait penser à la situation actuelle, il y a pas mal de critiques, voire de bashing sur certains groupes pharmaceutiques qui, à date, sont pas au taquet sur le vaccin contre la Covid-19, a fortiori le groupe pharmaceutique français numéro 1, Sanofi, qui a profité d'ailleurs pour publier des résultats records malgré ça. Est-ce que, ça nous rappelle, si on essaie de se projeter aujourd'hui, il ne faut peut-être pas non plus crier haro sur les groupes qui ne sont pas forcément les premiers sur un vaccin. Et la course, elle est longue, quoi qu'il arrive, quel que soit le business. Complètement. Puis dans le cas bien précis, effectivement, de Sanofi et de cette thématique du vaccin, vous avez déjà l'aspect recherche qui est un risque inhérent, donc vous avez une complication qui est extrêmement importante. Et même si Sanofi n'a pas réussi dans la première étape, il y a de plus en plus de scientifiques qui nous disent, dans tous les cas, il faudra aussi prévoir probablement au moins des vaccins pour la fin d'année, du fait des mutations. Donc ça implique aussi que Sanofi peut se rattraper par la suite. Il faut... Je pense que le terme important, c'est être humble, effectivement. Et encore plus dans ce domaine où les scientifiques, quand même, avancent à tâtons. Et je regarderais, moi, beaucoup plus, non pas l'échec, entre guillemets, de Sanofi, que le succès d'un nombre incroyable de grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi des petites sociétés, y compris en France, qui ont réussi à développer un vaccin en espace de temps record. Donc, faut voir, tout dépend ce qu'on regarde, mais Sanofi, ce n'est qu'un aspect à côté avec beaucoup de succès au niveau d'autres secteurs. Allez, en tout cas, ça rend optimiste et un vent d'optimisme va souffler encore plus fort sur cette émission avec notre premier débat. Vent d'optimisme, disais-je. Conjoncture, pourquoi ce vent d'optimisme? C'est l'intitulé de ce débat. Oui, c'est vrai que depuis quelques jours, on verra si ça va durer, c'est précisément l'objet de la question, l'objet du débat ce soir. On sent un vent d'optimisme dans les différentes économies occidentales. Regardez, alors si on reprend quelques éléments qui ont pu contribuer à cette humeur, à cet état d'esprit. On a eu ce matin les chiffres des créations d'emplois, des destructions d'emplois en 2020, des chiffres donc publiés par l'INSEE. L'année 2020 a vu la destruction de 360 000 emplois dans le secteur privé en France, soit une baisse de 1,8% après 5 années de hausse consécutive. Alors, certes,
c'est beaucoup de destruction d'emplois, mais c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qui était anticipé, même par l'INSEE, ne serait-ce qu'il y a 2 mois. À propos d'emplois, de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois-ci, on a eu les chiffres mensuels aux États-Unis, avec une reprise des créations d'emplois, environ 50 000, et un taux de chômage qui passe de 6,7 à 6,3%. On a eu la nuit dernière au Sénat américain le vote alors je n'ai pas tout compris, mais c'est une espèce de première étape, un espèce de coup d'envoi au plan de relance de Biden de 1900 milliards de dollars. Le chef de l'État ce matin s'est félicité des chiffres historiques toujours dans l'emploi concernant l'apprentissage en France, avec pour la première fois, on a passé la barre des 500 000 apprentis recrutés. C'est un thème dont on sait que c'est important pour l'économie française. Et puis hier, le quotidien Les Échos s'en faisait le rapporteur ce matin. L'économie française, regardez, résiste mieux que prévu à l'épidémie de Covid-19. L'INSEE, dans sa note, son bulletin de conjoncture, hier, estimait que finalement, ça n'allait pas si mal, avec une expression amusante qui était que l'objectif de croissance de 6% du gouvernement n'est pas inatteignable. Donc on est en double négation, ce qui est un peu moins fort qu'une affirmation, mais quand même, avec notamment un investissement qui pourrait rebondir très sérieusement de quasiment 10% d'après leur prévision l'année prochaine. Christopher, je commence par vous, je commence par l'économiste, après on aura le point de vue de l'entrepreneur. Donc celui qui fait l'économie. Oui, bien sûr, mais d'où la complémentarité, votre double présence ce soir à mes côtés. Qu'est-ce qui vous paraît être les éléments plus forts? Et puis je ne vais pas signaler la bourse qui va très bien ces jours-ci, des deux côtés de l'Atlantique pour une fois. À Paris, voilà, on est sur des niveaux très élevés. La bourse américaine reste à des niveaux records. Qu'est-ce qui vous paraît justifier ce vent d'optimisme que j'évoquais? Même si on a quand même une incertitude assez importante sur l'évolution de la pandémie, on peut débattre autant de temps qu'on veut sur la question du vaccin, mais la trajectoire elle est claire, c'est-à-dire qu'à un certain stade cette année, on va avoir quand même un rebond économique, on aura la reprise, peut-être décalée de quelques mois, mais il arrivera. Et surtout, le point qui est essentiel, c'est que, notamment par rapport aux chiffres sur le chômage que vous évoquiez ou destruction d'emplois, vous avez eu des États qui ont agi extrêmement vite, très rapidement, massivement, bien sûr grâce à l'aide des banques centrales, ce qui a permis quand même d'éviter quelques errements qu'on avait pu connaître lors des précédentes crises. On parle notamment de l'investissement des entreprises dans le secteur industriel, effectivement une hausse de 10% en valeur cette année qui est attendue selon la dernière enquête INSEE. Alors on sait, toujours en début d'année, on est un tout petit peu plus optimiste qu'on ne le sera dans quelques mois, mais grosso modo la tendance elle est très positive. C'est lié notamment au fait que pendant la crise, pendant le dur de la crise... Alors c'est plus 10% après moins 13 en 2020. Mais ça rappeler reste ça. positif. Oui, bien sûr. C'est compliqué. Et il faut bien rappeler finalement que ces perspectives qui sont bonnes, notamment concernant l'investissement industriel, ça reflète le fait que pendant la crise, on a aussi permis aux entreprises de continuer à se financer. C'est-à-dire qu'à l'inverse de 2007-2008, où on avait eu des restrictions très importantes immédiatement, notamment par les banques sur l'accès au crédit, aujourd'hui, grosso modo, on a eu un accès au crédit, plus les prêts bien sûr garantis par l'État. Donc ça a permis vraiment de fluidifier le circuit économique, sans enlever bien sûr l'incertitude sur l'évolution de la pandémie. Mais force est de constater qu'on a mieux réagi en termes de pouvoir public et de banque centrale qu'on ne l'a fait lors de la crise de 2007-2008, ce qui permet d'être plus prudent sur les prochains mois. Ça ne veut pas dire en revanche, moi le point d'incertitude que j'aurais n'est pas tant sur l'investissement des entreprises que sur le chômage. Les destructions d'emplois, elles vont quand même arriver à un certain stade. On sait que les destructions d'emplois, elles arrivent après la crise en général. Donc, quand on aura cette fin de l'épisode pandémie, peut-être 3e, 4e trimestre en France, c'est là qu'on aura vraiment les destructions d'emplois avec éventuellement des faillites d'entreprises. Donc, il ne faut pas être non plus exagérément optimiste. Mais la base est plus solide qu'en 2007-2008. Alors l'INSEE veut voir le verre à moitié plein, tant mieux d'ailleurs. Est-ce que vous partagez cette alors vous êtes forcément optimiste, parce qu'un chef d'entreprise est forcément optimiste, Laurent Vronsky. Est-ce que vous sentez mieux les choses qu'il y a, je sais pas quoi, 2-3 mois, qui à l'image de l'INSEE, qui manifestement constate que l'économie résiste mieux que prévu, que les entreprises résistent mieux que prévu, y compris par eux-mêmes, il y a ne serait-ce que quelques semaines. D'abord, je pense que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Donc ça se travaille, même quand on est chef d'entreprise. Est-ce que je pense que mon horizon stratégique et économique a changé depuis 72 heures? La réponse est non. Non, par contre, ce que je pense, c'est que le fait qu'on n'ait pas été confiné, ça a lancé, si vous voulez, quelque part, un mélange de soulagement, un mélange de joie de vivre, un mélange d'espoir. Ça paraît être anodin, mais
Et je pense que... Ah bah, je pense que c'est pas pour rien que là je parlais de 2-3 jours dans mon lancement, c'est que manifestement cette semaine... Ça n'y est pas pour rien, et je pense que nos politiques ont bien senti que là la décision, elle n'était pas simplement l'économique versus le sanitaire, puisqu'on parle, il y avait des rumeurs de manifestations, de gens qui avaient décidé que de toute façon ils ne suivraient pas le confinement. Là on parle bien, je dirais, d'ordre public, d'économique et de sanitaire, ce qui est un tout petit peu différent du premier confinement. Donc là tout le monde respire un peu. Alors on commence à vous dire on en aura peut-être un troisième, mais en tout cas aujourd'hui on n'est toujours pas confiné. Ça c'est déjà très positif. Bon. Et puis après, je dirais, vous savez, les statistiques, je veux dire, peuvent être présentées de la manière dont vous souhaitez qu'elles soient présentées. Mais je veux dire que globalement, aujourd'hui l'horizon stratégique des boîtes, il n'a pas changé. Maintenant, si je vous dis il y aura une reprise, mais j'ai 100% raison. La vraie question, c'est quand ? C'est comme si je vous dis il va pleuvoir. Bien sûr que j'ai raison. Bon, et là personne ne peut répondre. Bon. Non mais c'est vrai que moi je peux témoigner que le plus 6 du gouvernement, à cette table, on l'avait pas mal à évoquer, il y a un mois personne n'y croyait, donc je ne sais pas si on y croit plus, mais il y a un petit quelque chose, un petit fond de l'air qui a changé, ça qui est intéressant. Je suis chef d'entreprise depuis 33 ans, alors je vais caresser ma longue barbe. Et donc, je n'ai jamais eu un horizon stratégique aussi court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon job, je veux dire, c'est de réduire l'incertitude. C'est pas de ne pas prendre de risques, c'est de réduire l'incertitude qui ne se mesure pas. C'est ce que me dira sans doute notre économiste. Bon. Et donc là, quand j'analyse toutes les données socio-économiques, économiques, etc., je dois vous dire que j'ai vraiment du mal à faire un prévisionnel. On vient de terminer la saison des budgets, comme juste 3,5 millions de boîtes en France. Ouais. C'est pas un budget, c'est un plan de contingence. Et vous essayez de vous dire, finalement, si demain ça tanque de 10% ou de 5%, sur quel bouton... Comment je réagis On en est là. Et nous sommes... Mais est-ce que vous avez quand même des hypothèses pour cette année, par exemple ? Je vais vous dire, moi je suis dans un marché où on est sur des cycles moyens, des cycles longs. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire plaisir, vous n'allez pas sortir de studio et acheter un compresseur. C'est bien dommage. Et donc, vous allez derrière, forcément, vous avez un vrai projet. Donc moi, ce à quoi j'assiste depuis maintenant 7 mois, c'est par précaution, les donneurs d'ordre mettent le bouton sur pause. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils attendent. Mais le projet derrière existe toujours. Donc, je sais que pour nous, ça va se débloquer. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que nous, on a beaucoup de frais fixes, on a beaucoup de compétences. Et donc, si on veut continuer à avoir nos équipes, pour l'instant, on n'a pas licencié une seule personne, il faut qu'on soit alimenté par des commandes. On ne peut pas vivre qu'avec de l'aide publique. D'ailleurs, on ne vit pas d'aide publique, puisque nous faisons partie des entreprises où, en clair, on n'a pas été fermé administrativement. Dieu merci, on n'est pas à l'article de la mort, donc on a 0 aide. Moi, je pense que là, la vraie différence par rapport au mois de mars, c'est que la solution, elle est là. La solution, il y a un vaccin. Et quand vous avez posé la question sur Sanofi, je veux dire que, attendez, c'est comme assez extraordinaire. Les gens ont une foi inébranlable dans la médecine. Il n'y a même pas un an, il n'y avait pas de vaccin. Là, maintenant, on va voir que l'embarras du choix. On a du vaccin russe, on a du vaccin indien, du français, de l'américain, de l'anglais, etc. La solution, elle est là. C'est plus qu'une question de déploiement et de logistique. Mais ça y est, la solution est là. Je veux dire, dans 6-7 mois, on sera peut-être pas tous vaccinés. Bon, puis après, il y aura peut-être une variante. Mais la grippe, chaque année, on se fait vacciner. Et alors, ça ne crée pas pour autant une panique à Wall Street. Donc, moi, je pense que là, le plus dur est derrière nous. Ça va pas être de la tarte. Monsieur a parfaitement raison. Moi, mon souci, c'est les entreprises zombies qui vivent à coup de perfusion. Et là, personne ne sait dire quel est le pourcentage. C'est sûr que quand on va retirer la morphine, il va y avoir des morts sur le champ de bataille. Mais je pense que le plus dur est derrière nous. Christopher, vous pensez aussi qu'il y a eu un déclic psychologique, là, effectivement, ces derniers jours par rapport au non-reconfinement ? Complètement. En économie, il faut être franc, on n'arrive pas à modéliser les impacts de la psychologie, mais la réalité, c'est que vous avez de plus en plus de travaux qui montrent que la base de l'économie, c'est quand même cet aspect psychologique, puisque ça a une influence sur les décisions, que ce soit d'investissement, de consommation, etc. Et indéniablement, le fait, si on compare avec d'autres pays qui ont décidé de confiner, par exemple le Royaume-Uni, pour d'autres raisons indéniablement, parce qu'eux ont une accélération du processus de vaccination, les chiffres qui tombent au Royaume-Uni sont quand même assez mauvais du fait du confinement, et notamment sur le moral des ménages. Bien évidemment, il y aura un rebond probablement à partir du deuxième trimestre, plus rapide que nous. Mais je pense que vu l'état aujourd'hui du point de vue logistique du déploiement du vaccin en France, et du point de vue sanitaire, je pense que le gouvernement a eu raison de ne pas confiner. Parce que l'impact psychologique et ensuite économique aurait été désastreux. Sachant que les pays aujourd'hui qui font le choix raisonné de confiner, c'est par exemple Israël, c'est par exemple aussi le Royaume-Uni, le font tout simplement pour accélérer le processus de vaccination parce que eux vont avoir assez de vaccins. Nous, on a une problématique aujourd'hui de logistique et un peu. Donc on sait que ça va durer un peu plus longtemps. C'est ça. Donc
confiner aujourd'hui, oui, mais après, ça voudrait dire qu'on peut potentiellement... On ne peut pas confiner pour 15 jours et déconfiner, ça ne servirait à rien compte tenu de la vitesse plus lente de vaccination. Soit vous confinez parce que vous avez un horizon de 3-4 semaines comme en Israël où on va vacciner le maximum de la population, voire quasiment toute la population vulnérable, et après on rouvre l'économie, mais définitivement. Soit, si on peut éviter, on évite de confiner parce que ça n'apporte rien du point de vue économique. Et psychologiquement, c'est vrai que je pense qu'à un certain stade, il y aura une forme de désobéissance de la population. Ça serait de plus en plus dur à gérer. Et on a l'impression qu'on insiste, en tout cas dans les analyses, dans les réflexions, sur un rebond très fort attendu qu'on a eu l'été dernier, en 2020, plutôt supérieur à ce qui est attendu, qu'on a eu en décembre, effectivement, avec des chiffres plutôt un peu meilleurs que là en janvier. En janvier, on sait qu'on va pas rebondir, va plutôt être en décroissance, a priori. Et pourquoi on a envie où on parie sur un rebond énorme là. Voilà, c'est précisément on modélise l'impact du ras-le-bol des gens depuis mars dernier et que finalement, de l'épargne qui s'est accumulée, il va y avoir une vague de dépenses comme on n'a jamais eu dès que les choses vont s'améliorer. La grande question, c'est la durée de ce rebond, parce qu'il aura lieu indéniablement, parce qu'on sait qu'il y aura certains secteurs... Oui, comme il va pleuvoir, comme disait... Tout à fait. Vous allez avoir certains secteurs, type les secteurs du tourisme aujourd'hui, qui sont en mauvais état, etc., qui vont connaître effectivement une demande croissante, parce que les gens vont avoir besoin de consommer, vont avoir besoin de voyager, etc. Mais la question, c'est combien de temps ça durera, ce phénomène-là. Si on a derrière cela, effectivement, des entreprises zombies, le gouvernement tape uniquement sur 6% d'entreprises zombies. Ça me paraît quand même assez bas, qui vont faire définitivement disparaître. Et si on a une hausse du chômage, qui me paraît assez logique aussi, ce rebond sera de courte durée. Parce que, notamment en France, on sait ce que font très bien les Français, c'est lorsqu'il y a des inquiétudes au niveau de l'évolution du chômage, ils vont tout simplement épargner quand ils le peuvent. Et les dernières enquêtes de l'INSEE vous montrent très très bien. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 80% des Français interrogés considèrent qu'on va avoir une dégradation très substantielle du marché de l'emploi sur les 12 prochains mois. Donc, rebond, oui, de courte durée, comme on a pu voir un peu cet été par exemple, mais qui ne sera pas durable. C'est-à-dire qu'il faudra trouver un moyen de l'entretenir. Et ça interviendra peut-être par des mesures de soutien de la demande, qui sont un peu négligées en France par rapport à d'autres pays. Alors justement, mesures de soutien, mesures de relance complémentaires, a priori, même chronologiquement, normalement. D'abord soutien, puis relance. On évoque, en tout cas certains évoquent, l'insuffisance du plan de relance, les fameux 100 milliards, qui n'ont pas été... encore largement dépensés, mais ça a été un début. Votre regard là-dessus, est-ce qu'effectivement, il faut que le soutien /relance des pouvoirs publics pour profiter de ce regain de confiance et du rebond qui arrivera doit être plus important selon vous, Laurent Wronski, qui n'en bénéficiait pas nous, je peux vous dire que là-dessus, il n'y a pas eu de prime à l'accession au compresseur. Ouais. C'est dommage. Moi, je pense, ça c'est purement une opinion qui m'est personnelle, puisqu'on a expliqué que les Français épargnaient comme jamais parce qu'ils ne pouvaient pas dépenser leur argent. Alors, je pense que c'est vrai pour certaines choses. C'est sûr que si vous voulez payer des vacances à toute la famille, c'est un peu challenging en ce moment. Par contre, rien ne vous n'empêche d'acheter des biens sur Internet, et de faire livrer. Donc, je pense que le facteur anxiogène est très important. Très important. Donc, il y aura à l'évidence... Quand tout sera terminé, il y aura un effet libération de Paris. Les gens vont se précipiter dans les cinémas, dans les cafés, etc. Mais si après, ils n'ont pas confiance en l'avenir, et ils n'avaient déjà pas confiance en l'avenir avant la pandémie, il faut le rappeler, ça. C'est pas juste le Covid. Donc, quand il y a eu le grand barnum avec la réforme des retraites, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui, en off, tous les gens que nous connaissons, alors là, pas sur les plateaux, qui disent écoutez, moi, quand je partirai à la retraite, il n'y en aura pas pour moi. Eh oui, beaucoup, des gens de votre génération. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils épargnent. Ah ouais. Ils épargnent. Bon. Et puis, en plus, comme les taux d'intérêt sont bas, ils achètent un toit au-dessus de leur tête. Maintenant, stimuler la demande après la pandémie, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que c'est mathématique. À chaque fois qu'on stimule la demande, grosso modo, on augmente les importations. Et quand on augmente les importations, déjà que le cours du baril est en train d'augmenter, ça veut dire que le déficit du commerce extérieur français, il va juste plonger de manière abyssale. 65 milliards en 2020, le chiffre est tombé ce matin. Un peu réducteur. Si on doit distribuer de l'argent public, c'est-à-dire le nôtre, pour pouvoir favoriser l'accession à des télévisions fabriquées en Chine, moi, je ne suis pas d'accord. Bon. Par contre, mettre les conditions pour que les gens payent moins d'impôts, que les entreprises puissent agir de manière plus flexible, qu'on puisse avoir de l'accession au financement pour entreprendre, pour créer de la richesse, créer de l'emploi, là je dis oui. Mais pas de la distribution, je dirais, de primes comme ça. Ça ne va pas bénéficier au pays. Et sur le soutien que vous évoquiez tout à l'heure, les mesures de soutien,
le caractère suffisant ou non de ce qui a été annoncé d'un point de vue économique, justement pour alimenter la machine ou favoriser la reprise. Quelle est votre analyse, Christopher ? Vous avez un plan de relance français qui est assez atypique, aussi bien si on compare aux autres pays européens qu'à ce qu'on faisait précédemment. C'est-à-dire que c'est un plan qui est fondamentalement structurel, avec une grande partie des investissements qui sont orientés sur des investissements d'avenir pour développer de nouveaux secteurs d'activité. On pourra toujours débattre aussi des montants qui sont alloués pour chaque secteur, qui sont parfois insuffisants. Mais malgré tout, c'est un plan sur du long terme. C'est très bien, j'oserais dire. La France de 2030, exactement. C'était le motto du gouvernement. Ce qui est parfait dans une économie, j'oserais dire, qui est en phase à 2% de croissance, qui est à peu près le rythme moyen-long terme pour l'économie française. Mais il fallait certainement accentuer davantage en termes de levier sur la relance immédiate. On a pris par la suite ensuite d'autres mesures qui se sont ajustées, et le chômage partiel en fait bien sûr partie, qui est une mesure extrêmement importante, et des mesures pour soutenir l'investissement, etc. Mais ça paraît assez insuffisant pour faire face à la sortie de crise. L'enjeu pour le gouvernement, il est assez simple. C'est en sortie de crise, lorsqu'on aura effectivement vacciné suffisamment de gens pour que l'économie revienne à la normale, comment on fait pour non seulement que la consommation perdure et qu'il n'y a pas cet effet négatif en termes d'évolution, crainte sur le chômage, et comment on fait pour que les entreprises aient non seulement un accès continu au crédit, qu'elles puissent investir sur le long terme, sachant qu'à un certain stade, il faudra aussi qu'une partie des entreprises zombies disparaissent. Donc ça va être une équation qui est compliquée si on rajoute en plus le biais politique qui est que vous avez la présidentielle en 2022. Donc, entre guillemets, la pensée magique de dire qu'on a un État qui va continuer de déverser de l'argent, je pense qu'on est très clairement sur un horizon où au moins jusqu'en 2022, vous allez avoir des mesures de soutien. Il faudra débattre de la qualité et de l'ampleur, etc. Mais on ne va pas du tout revenir en arrière, alors que certains pays commencent à le faire. Au Royaume-Uni, vous avez le budget qui va être présenté au début du mois de mars, et on envisage, alors on peut débattre de l'intérêt, mais on envisage déjà des hausses d'impôts, parce que effectivement, ça a coûté cher cette crise. La France, à mon avis, fera un choix qui est très différent et va devoir soutenir sur le très long terme, non pas du fait des spécificités économiques française, mais bien plus du fait de l'agenda politique qui va perturber les choses. Mais de mon point de vue, effectivement, si on devait avoir un levier, les baisses d'impôts peuvent être intéressantes. Moi, je soutiens malgré tout la relance par la demande, mais en visant effectivement, en évitant que ça dégrade notre balance commerciale, en essayant d'être très très clair sur les industries spécifiques qui pourraient être aidées. Alors, on est dans un schéma européen, donc j'imagine que ce sera plus européen que uniquement français. Bien sûr, mais indéniablement, certains députés l'évoquaient, je me souviens au mois de mai, c'était des chèques distribués aux Français d'un montant spécifique, mais uniquement pour certaines dépenses qui étaient avec des entreprises françaises, en évitant notamment que ce soit des produits importés. Donc il y a des schémas, il y a des aides qui sont tout à fait disponibles. Mais en tout cas, ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'on ne sortira pas rapidement de cette période d'argent facile. Vous êtes aussi un homme de marché, enfin, en tout cas vous travaillez dans cet univers-là. Christopher, j'évoquais dans mon lancement, les marchés sont aussi... pour certains dans l'euphorie, d'autres dans l'optimisme avancé. Ce qui était intéressant en toute l'année 2020, on a eu un décrochage complet depuis le mois d'avril, les marchés actions sont envolés, plus en Amérique que chez nous, mais quand même également chez nous en termes de rebond, alors que la situation économique était catastrophique. De façon c'est très récent, c'est un peu aligné entre il y a un espèce d'optimisme macroéconomique et en même temps une poursuite de l'optimisme des marchés. Est-ce que c'est pas du coup les marchés qui commencent à se poser des questions, retour de l'inflation, on a eu l'inflation à zone euro, 0,9 en janvier, du jamais vu. Alors, il y a plein d'explications très conjoncturelles, mais est-ce que du coup, c'est pas, il ne faut pas regarder est-ce que c'est pas effectivement un tassement, voire des corrections sur les marchés qui pourraient, à l'inverse, avoir un effet négatif derrière. Alors, on lit pas le marc du café, c'est pas plus facile de faire des prévisions sur les marchés que des prévisions macroéconomiques en ce moment. Mais je pense que sur les marchés, la facilité à l'inverse des prévisions économiques, c'est sur les marchés aujourd'hui, vous avez quelques critères qui sont plus simples à définir pour savoir comment ça va évoluer. Et l'un des critères, c'est les banques centrales. Si les banques centrales continuent de fournir de la liquidité, ce qui est vraisemblablement le cas sur un horizon au moins 6 mois, on ne voit pas comment ça changerait du jour au lendemain, vous allez avoir des marchés financiers qui vont quand même être bien orientés. On peut peut-être atteindre un plateau, mais clairement, de mon point de vue, je ne vois pas des marchés financiers chuter dans les prochains mois. Parce que foncièrement, vous avez quand même une énorme quantité de liquidité qui continue d'être approvisionnée sur les marchés financiers. Vous évoquiez l'inflation, mais vous l'avez rappelé à juste titre, ça ne changera pas la donne pour les banques centrales parce que ce sont des phénomènes conjoncturels qui vont... En même temps,
on entend la petite musique là, du retour de l'inflation, notamment s'il y a un fort rebond de la consommation, les prix... Mais là, vous mettez beaucoup d'inconnus qui font que... J'essaie de stimuler des scénarios. C'est un scénario, c'est pas celui auquel j'adhère, c'est-à-dire dans le sens où moi, de mon point de vue, on va avoir une hausse de l'inflation peut-être jusqu'à le deuxième trimestre, parce qu'il y a notamment l'effet de base du prix du baril de pétrole, des prix de l'énergie, mais fondamentalement, on est dans des contextes où l'inflation reste très très basse sur le long terme. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un élément qui soit marquant. Il faut rappeler que sur les marchés financiers, on aime bien en tout début d'année avoir des grandes thématiques. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de comparer ces grandes thématiques, notamment le retour de l'inflation, qui est une des thématiques de janvier, et on compare avec ce qui s'est produit en fin d'année. En décembre, je doute fortement que cette grande thématique de l'inflation aura marché longtemps sur les marchés financiers. Peut-être 3 mois. Voilà, il y a des modes. Je suis une victime de la mode. Dans votre métier de l'industrie, le sujet des prix, il est pertinent ou il est totalement... C'est pas du tout le sujet. Demandez à nos commerciaux, posez-leur la question, ils vont vous répondre. Mais je voudrais revenir, je voudrais reboucler avec le thème de début d'émission. La question au patron des commerciaux. Oui. Alors donc, j'ai bien compris que dans 6 mois, on va comparer les prévisions de monsieur avec la réalité. Bon. Il y a quand même une chose intéressante, parce que oui, vous parliez de l'Angleterre. Je veux dire que, évidemment, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ne pouvaient pas savoir que le Covid allait arriver. Mais s'ils n'avaient pas Brexité, s'ils étaient restés dans l'Union européenne, contrairement à ce qu'ont dit les Boris Johnson, comme quoi ça coûtait plus au Royaume-Uni qu'ils ne recevaient, eh bien, s'ils n'étaient pas partis de l'Europe, ils auraient sans doute eu, je dirais, les bénéfices du plan de relance européen. Ils ne seraient pas obligés d'augmenter la fiscalité. Hein, oui, c'est un bon point. Ouais. C'est intéressant, ça, quand même. Hein. Donc, oui, donc, comme quoi, tout le monde peut se tromper au niveau des prévisions. Maintenant, petit commentaire sur les marchés. Moi, je pense qu'en ce moment, ce qui se passe, mais c'est une vision personnelle encore une fois, je pense que c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que les banques centrales créent de l'argent artificiel. Je veux dire qu'il n'y a pas de contrepartie avec de l'actif dur. Je veux dire, en clair, on imprime de la monnaie. Bon. Et donc, les investisseurs, que nous sommes tous. Ça peut être des particuliers, on l'a vu récemment avec des trucs avec Gamesoft et compagnie, c'est n'importe quoi. Des institutionnels, ils ont besoin de rendement. Donc vous allez où aujourd'hui ? Alors c'est pas compliqué, les obligues, elles sont négatives. Ça veut dire qu'on est dans une situation qui est complètement absurde, où vous empruntez de l'argent et le banquier vous donne de l'argent pour que vous empruntiez. C'est comme si moi je payais mes clients pour qu'ils achètent des compresseurs. Vous voyez le truc. Bon. Donc vous voulez du rendement, vous allez où ? Et donc je pense que là il y a un peu une course à l'échalote. On voit, je dirais, des valeurs où clairement derrière, il n'y a aucune, je dirais, il n'y a rien, avec des variations complètement dingues. Et ça, effectivement, je pense que ça va subsister pendant un petit moment, parce que ce n'est pas demain la veille qu'il va y avoir la pompe à cash qui s'arrête, et on aura toujours le problème du rendement. Et donc, on va avoir, je dirais, des accélérations et des baisses relativement importantes. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, mais une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'inflation, pourquoi ? D'abord, on a des matières premières importantes qui ont chuté très fortement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le pétrole est en train de remonter. Donc, quand le cours du pétrole augmente, un pays comme la France importe de l'inflation. N'est-ce pas ? Bon. Donc, je dirais, il y a des poussées inflationnistes. Donc, déjà, les matières premières remontent. Alors, je ne parle pas des effets spéculatifs comme l'argent, comme ce qu'on a vécu 15 jours. Ça aussi, c'est assez ridicule. Bon. Mais sur le reste des produits, les prix sont flats, voire à la baisse. Et en plus, c'était ma question. Oui. Et donc, dans un contexte actuel qui est très difficile au niveau économique, les clients, ils ne vous demandent pas de combien les prix augmentent cette année. Ils vous demandent de combien ils baissent. Donc, tout ça contribue à maintenir un environnement relativement déflationniste, ce qui fait qu'on a une inflation qui a complètement disparu de la circulation. Mais je vais prendre 2 exemples très concrets. Vous voyez, aujourd'hui, dans mon métier, il y a deux actifs durs, hein, je ne parle pas qui connaissent des croissances hallucinantes. C'est l'espace de transport dans les containers. 5 par 5. Fois 5 Aujourd'hui, un 40 pieds. Donc, pour nos auditeurs, je veux dire que les marchandises, évidemment, ne viennent pas en Europe à la nage. Donc, on prend des containers que l'on remplit à ras-bord. Donc, aujourd'hui, vous avez 1 mois d'attente pour avoir un container 40 pieds. Les Chinois, eux, ils ne s'y trompent pas. Pendant que vous attendez, vous payez donc à l'heure. Hein. Donc, ça coûte très cher. Et ensuite, le prix a été multiplié par 5. On est à peu près... De 1000 à 5000 $, hein, c'est ça. Beaucoup plus. On était à 1950. Là, maintenant, on est quasiment à 10 000 $. Donc ça, déjà, ça a augmenté de manière phénoménale. Donc ça va se répercuter sur les prix. Hein. Il y a le 20 pieds et le 40 pieds. Donc peut-être que 40 pieds, c'est le plus grand. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des pénuries dans les matériaux. C'est-à-dire que dans les métaux, aujourd'hui, nous avons des fournisseurs qui sont plus capables de produire. Donc, on le voit dans l'automobile avec ce semi-conducteur. Hein. Effectivement, il y a des... Alors ça, c'est du produit transformé. Oui, c'est encore autre chose. C'est pas de la matière première. Moi, je parle de matière première. Donc ça, tout ça va créer, je dirais, des pressions inflationnistes. Et là aussi, c'est pareil. Si je vous dis qu'il va y avoir de l'inflation, j'ai forcément raison. La question, c'est quand et combien. Et c'est ce qui intéresse les salles de marché et d'autres personnes. Et aussi des gens qui gèrent le budget. Parce que je rappelle que la France, je veux dire, le service de la dette, c'est-à-dire uniquement les intérêts et non pas le principal, les intérêts, c'était quand même dans les 3 premiers postes du pays il y a encore pas si longtemps.
Donc on n'a pas vraiment intérêt à ce que les taux d'intérêt remontent. Ça a baissé, mais c'est toujours un peu d'argent. Hein. Ça doit être 35 milliards au budget, quelque chose comme ça. Hein. Mais Au regard de la dette française qui donnerait mal à la tête à une aspirine, si on avait des taux que moi j'ai connus, c'est-à-dire des 8%, la banque elle saute. Hein. c'est sûr, mais c'est pas pour demain. Allez, on va rester sur cette idée du vent d'optimisme. On aura l'occasion de voir comment le vent évolue. Restez avec nous, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant. Retour dans Late Smart, merci de rester avec nous. Encore une demi-heure d'émission. 2 annonces, j'ai essayé de mélanger, de thématiser pour essayer de coller mes invités. Alstom, Canal, le retour de l'ordre ancien, j'ai appelé ce débat. Allez, ces 2 annonces, c'était hier soir, elles m'ont donné l'idée donc de réfléchir aux difficultés à venir, de s'attaquer à des positions solidement installées. Vous l'avez vu, et c'est, j'imagine, un soulagement pour les amateurs de foot. Canal+ va diffuser toute la fin de saison de la Ligue 1. Regardez ce tweet de Maxime Sadal, président et directeur de Canal. Retour de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à la maison. Hein, retour à la maison, donc déjà ça veut tout dire par rapport à Canal+ jusqu'à la fin de saison. Hashtag Canal aime le foot. Entre soulagement et inquiétude, nous dit Le Monde. 35 millions d'euros pour 14 journées de championnat, ça fait 95 millions d'euros sur la saison. Cela ramène le prix du championnat globalement à moins de 500 millions, s'inquiète un membre du conseil d'administration de la Ligue de foot. Globalement, Canal, si vous avez suivi l'histoire, a acheté la fin de saison à la casse par rapport aux ambitions du groupe espagnol Mediapro qui avait acheté les droits il y a 3 ans et qui après 2 mois a dû déclarer forfait faute de sous. Donc là on a une situation de retour à l'ordre ancien au sens retour à la maison de Canal+. Il y a une tentative de disruption de ce marché de contrôle des droits du foot par Canal+, de cet acteur espagnol. Bon, il s'est heurté à un mur. Est-ce que le mur est du même type que le mur auquel s'est heurté l'espagnol CAF et le canadien Bombardier dans le secteur des trains régionaux? Regardez, Alstom, la dépêche AFP, c'était hier soir aussi, a choisi d'aller à l'affrontement avec la RATP, la SNCF et Île-de-France Mobilité, en annonçant jeudi, donc hier, qu'il allait retirer l'offre de Bombardier Transport, pourtant retenue au sein du groupement, donc avec CAF, pour fournir de nouvelles rames, c'est une histoire de fou, une nouvelle rame de RER. Donc Alstom a racheté son ancien concurrent Bombardier, qui avait remporté l'appel d'offres associé à l'espagnol CAF, et Alstom décide maintenant, en étant à la tête de Bombardier, de renoncer à ce contrat que Bombardier avait signé avec la SNCF au motif, interview dans Le Figaro du patron d'Alstom, M. Henri Poupart-Lafarge, au motif que ce contrat de 2,56 milliards, c'est précis, n'est pas viable. Donc effectivement, Alstom, en ayant racheté son concurrent, préserve son petit précaré. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas que le contrat n'est pas viable, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, on avait une concurrence sur le marché des trains. Ça fait dire à notre confrère, ancien confrère, Philippe Manière, à propos de cette affaire, il a tweeté aujourd'hui, il y a 2 ans, j'écrivais: si Alstom et Siemens, c'est une ancienne affiche, une ancienne offre, une ancienne proposition de fusion qui ne s'est pas faite. Si Alstom et Siemens cessent de se concurrencer, à l'époque ils voulaient fusionner, le prix des rames de métro va s'envoler. Le refus d'Alstom d'honorer le contrat Île-de-France décroché par Bombardier fait aujourd'hui de ce risque une réalité. Alors là, on a encore une fois une autre type de retour à l'ordre ancien, une autre volonté, en l'occurrence c'est surtout l'Espagnol qui voulait pénétrer le marché français pour la première fois en étant agressif sur les prix. Là, manque de peau, c'est pas qu'il a été retenu, mais effectivement son partenaire s'est fait racheter par l'ancien concurrent qui dénonce le contrat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir, j'ai envie de dire c'est courant, pour pénétrer un marché, un industriel qui fait du dumping sans le dire, qui est un petit peu plus agressif sur les prix, qui se dit allez, ça va bien passer, il pourra emporter le contrat. Ça arrive, non? C'est du courant. Alors non seulement ça arrive, mais c'est parfois encouragé par les pouvoirs publics, il faut le savoir. Parce que quand vous avez des donneurs d'ordre publics... Donc là c'est le cas, sur le contrat RATP. On vous dit le prix c'est ça, vous avez compris. Bon, maintenant il se trouve que... Alors, comment vous faites quand vous êtes... ça dépend, je vais vous dire. Parce qu'il se trouve que les sociétés que vous avez citées, on les connaît très bien. Donc je n'ai pas eu besoin d'appeler Monsieur Manière. Et je ne suis pas du tout d'accord avec son analyse. D'accord. Mais alors, pas du tout. Ah, justement. Bon. Et je ne suis pas d'accord du tout parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous voulez, sa manière de voir, c'est... Là, il réfléchit, Hexagone et Europe. Mais aujourd'hui, ça s'est périmé. Je veux dire qu'aujourd'hui, le principal risque, c'est les Chinois et les Indiens. Parce qu'on vous parle beaucoup des Chinois, mais aujourd'hui, les Indiens imposent une part très importante de fabrication en local.
Alstom est très implanté en Inde. Et aujourd'hui, le risque, c'est de voir des produits chinois et indiens qui vont déferler en Europe. Donc c'est des produits en l'espèce des métros. Hein, d'ailleurs, une petite histoire intéressante, c'est que la CAF que vous citez est une société qui, à l'origine, je dirais, est une société Alstom. Donc je veux dire qu'ils ont mis le pied à l'étrier, ils ont licencié quelqu'un, et après ça s'est retourné contre eux. Bon, donc vous voyez que finalement l'histoire parfois est assez intéressante. Donc ce que je crois, et moi je vais vous dire, moi je trouve que c'est très courageux du patron d'Alstom, parce que tout le monde savait que Bombardier vendait à des prix absolument déraisonnables. Je veux dire que quand vous avez une production qui est dans la même zone au niveau de la monnaie, c'est-à-dire l'euro. Bon, après, vous avez des distorsions. On sait très bien que ça coûte moins cher de produire dans les fins fonds de la Bretagne que si c'est Paris 7e. Mais il n'y a pas des gros différentiels. Quand vous avez des produits où vous avez 20, 30, 40% de différence, ça veut dire qu'il y en a un qui fait n'importe quoi. Eh ben, Bombardier, ça lui a 600 millions, dit Alstom, sur un contrat de 2,5 milliards. Bombardier, ça lui a coûté son indépendance. C'est fait racheter, parce que vous ne pouvez pas faire ça continuellement. Ça, en l'occurrence, ce n'est pas une stratégie qui est tenable. Donc, que le patron d'Alstom ait eu le courage de dire il y a des prix imbéciles, et j'ai pas honte de le dire, qui ont été traités, et nous, maintenant, c'est nous qui sommes aux affaires, on ne va pas honorer le contrat parce qu'on gagnera plus d'argent si on ne fait pas le contrat que si on le fait, je dis c'est chapeau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'ordre ancien. Au contraire, il y a un ordre nouveau. L'ordre ancien, c'était que tout le monde se serait mis autour de la table entre acteurs hexagonaux et autres. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous mettre autour de la table avec un Chinois. Le Chinois, il a, et je suis désolé, je vais peut-être être un petit peu simpliste, mais lui, il n'a qu'un seul objectif. C'est de vous manger tout cru. Et lui, c'est de récupérer des parts du marché et du savoir-faire là où il en a. De son point de vue, c'est compréhensible d'ailleurs. Ah mais c'est son boulot. La seule question, c'est quoi? C'est est-ce qu'on a une réciprocité? Et ça, c'est la question. Mais maintenant, moi, je pense que dans le cas du ferroviaire, aujourd'hui, il est urgentissime de faire un champion européen. Le même Alstom. Non, mais un champion européen, ça voudrait dire, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, ça voudrait dire un acteur en situation de monopole sur quasiment tous les métiers, tous les contrats de métro ou de train de l'Union européenne. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'aujourd'hui, comme vous avez une offre qui est mondiale. Oui. Non, mais là, c'est ce qui est le cas maintenant. De facto aujourd'hui, sauf si vous dites maintenant, on veut absolument un fournisseur qui soit européen et ensuite dont les usines soient basées dans telle ville, à Étré pour ne pas le citer, là évidemment vous allez faire une fausse concurrence. Mais si vous ouvrez les marchés, vous allez vous retrouver avec une offre qui sera très importante. Et Alstom s'y est pas trompé, l'Europe s'y est pas trompée. Pourquoi est-ce qu'ils ont autorisé, je dirais, le rachat de Bombardier? Encore une fois, alors qu'ils avaient interdit le rachat la fusion avec Siemens il y a quelques années, d'où le parallèle que faisait. C'est parce que le dossier qui a été présenté est convaincant. Clairement, aujourd'hui, on est face à une tentative d'hégémonie chinoise. Et semble-t-il que l'état d'esprit à Bruxelles a un peu changé aussi. C'est-à-dire qu'on essaie j'ai l'impression qu'ils sont moins naïfs, mais il serait temps. Quel regard vous portez sur ce dossier industriel, effectivement, d'Alstom, qui était en concurrence avec Bombardier, qui perd le marché, et qui du coup rachète Bombardier et dénonce le contrat? Alors, moi, ça m'amuse, parce que il y a très longtemps de ça, donc en 2014, j'avais travaillé beaucoup sur le dossier Alstom, mais à l'époque, c'était avec General Electric. Et on avait effectivement déjà en 2014 les sujets de Siemens et de Bombardier qui étaient déjà évoqués, qui ont finalement évolué par la suite. La réalité aujourd'hui, et je pense qu'indéniablement, il y a la nécessité, non seulement au niveau des institutions européennes, on commence à être un peu plus pragmatique sur la politique de la concurrence, mais force est de constater qu'on n'a pas fait un aggiornamento complet et qu'on reste quand même sur des textes qui datent des années 80 sur la politique de la concurrence, ce qui empêche effectivement d'avoir la création d'un véritable géant européen. Vous l'avez souligné à juste titre, en 2014 c'était le même sujet, c'est-à-dire quand on évoquait Alstom, on parlait déjà, pas trop de la concurrence indienne, mais indéniablement de la concurrence chinoise, et qu'il y avait une logique aujourd'hui à créer dans le domaine du ferroviaire notamment un géant mondial. Si on regarde avec le recul, on n'y est bien sûr pas encore arrivé. J'ai eu l'occasion, mon précédent employeur était une entreprise donc appartenant à des actionnaires chinois, et indéniablement, la Chine a une volonté aujourd'hui de leadership incontestée sur une myriade de secteurs, que ce soit l'industrie, que ce soit le bancaire, où j'ai évolué précédemment, et les Européens sont très naïfs à cet égard. Sans vouloir choquer, mais la politique de Trump, de l'administration Trump en tout cas, qui était bien sûr trop violente, qui était bien sûr une politique du tweet, etc., qui ne faisait pas sens. Mais la réalité, c'est que les États-Unis ont compris depuis très longtemps, et bien avant Trump d'ailleurs, parce que c'est un consensus bipartisan, qu'il faut aussi mettre en place une stratégie pour contrer les Chinois. Aujourd'hui, quand vous voulez faire du business en Chine, c'est extrêmement compliqué. Un de mes amis qui travaillait... Et risqué.
Et risqué, effectivement, très risqué. Et surtout, les Chinois voient d'autres valeurs ajoutées, mais essayent de l'accaparer et surtout arrivent à se mettre à niveau très rapidement. J'ai juste une anecdote à vous raconter d'une grande entreprise française qui, à l'époque, ça date de quelques années, intervenait sur un marché du ferroviaire, donc ligne TGV en Chine, pour proposer notre expertise française dans le domaine des TGV. Et cette personne qui avait négocié pendant 20 ans ce type de contrat me disait, il y a 20 ans de cela, bien sûr, les Chinois prenaient notre expertise. Aujourd'hui, lorsqu'on leur a dit, on vous propose notre expertise dans le domaine des lignes à grande vitesse, ils nous ont ri au nez. Donc, ils montent en gamme très très rapidement, tout en fermant leur marché, tout en empêchant finalement les Européens, mais aussi les Américains, d'intervenir sur le marché chinois. Et sans compter les aides publiques qui sont extrêmement massives en Chine. Donc, il y a une distorsion de la concurrence qui est le réel sujet. Aujourd'hui, il ne faut pas se dire on ne doit pas créer de géants européens parce que finalement, ça créerait des monopoles en Europe. Non, il faut se dire il faut créer des géants européens justement pour contrer cette hégémonie chinoise. Non, mais là, c'était pas un Chinois. Est-ce que c'est pas un peu facile de sortir, encore une fois, je me fais le contre-argument, de sortir l'argument du drapeau rouge avec les étoiles jaunes pour augmenter les prix du RER, des rames de RER. Je pense que là, si vous voulez, d'abord, je crois que les faits que nous avançons, monsieur et moi, sont tout à fait vérifiables. Et quand vous dites qu'il y a que l'Union européenne est un peu plus pragmatique, moi je pense qu'ils ont été roulés dans la farine et ils pensaient qu'ils avaient en face d'eux un gentleman qui jouait avec les mêmes règles. Et les Chinois, je veux dire, moi je me souviens très bien dans les années 70, quand il y avait encore les camarades en Union soviétique. Alors c'était chaque fois qu'il y avait un salon aérien au Bourget, 1 ou 2 ans après, on voyait des Tupolev ou des Ilyushin qui avaient la même forme que les avions d'assaut et compagnie. Bon, bah là, on savait d'où ça venait. Hein. C'était pas de la fabrication sous licence. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attiré le monde entier dans leurs usines avec des prix au ras des pâquerettes. Et moi, j'ai connu la première fois que je suis allé en Chine, c'est en 96. Vous faisiez 50 km en dehors de Shanghai, vous ouvriez le robinet d'eau, c'était tout noir. Et les types, juste par leur génie et leur travail, ils sont arrivés à nous dépasser dans certains domaines. Il ne faut pas être naïf. Ils ont attiré les Occidentaux, ils ont fait du pillage technologique. Quand ils ont bien réussi, si vous voulez, à dupliquer, après, évidemment, ils ont créé des écoles, ils ont des ingénieurs, ils ne sont pas plus stupides que les autres, mais ils ont rattrapé 50 ans de cataclysmes liés à la révolution culturelle et autres expériences grandeur nature, en pillant et, je dirais, en attirant les Occidentaux avec les coûts extrêmement bas. Oui. Et aujourd'hui, les entreprises occidentales, ils s'y sont précipités précisément pour ces coups bas, pour bien évidemment, les profits. ils ont exploité. Ils ont bien raison. Mais c'est là où c'est les vrais communistes, c'est qu'ils ont exploité la faille du capitalisme. Et les autres, ils ont sauté dedans. Et je vais vous dire, je ne dis pas ça pour le donneur de leçons, mais nous avons eu des clients, et je ne les citerai pas à l'antenne, qui nous ont quasiment obligés à délocaliser en Chine. Moi, j'ai refusé de le faire. Et donc, j'ai perdu des marchés volontairement. Mais vous voyez, je suis encore là aujourd'hui. Un mot, Laurent, sur les contrats. Est-ce que c'est Alstom, ils ont répondu, ils ont fait répondu à une offre ferme. C'est facile à dénoncer. Ça va entraîner des combats juridiques. Hein. Ils sont pas contents, la RATP, SNCF et Île-de-France Mobilité, parce qu'ils avaient signé pour 2,56 milliards. C'est pour ça que vous avez des cabinets d'avocats qui sont dans des quartiers chics avec des bureaux magnifiques. C'est comme le Brexit, si vous voulez. Qui est devenu riche pendant le Brexit? Les avocats. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant que ça va avocailler, que ça va discuter, que ça va faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de trains qui vont être construits. Donc, je pense... c'est les usagers du RER qui vont être les victimes, parce qu'effectivement, le renouvellement des rames va perdre quelques années. Quand on parle de ça, c'est pas juste d'avoir un siège plus confortable et d'avoir la Wi-Fi dans le train. C'est aussi que vous avez une partie du réseau qui est quand même dans un état... Bien sûr, non, mais je disais pas ça en rigolant, c'est un vrai sujet. Donc moi, je vais vous dire, à mon avis, ce qui va se passer, et c'est ce qui devrait se passer, enfin, je le souhaite pour eux, c'est qu'ils vont s'asseoir autour d'une table. Bon, d'abord, il y aura les avocats. Bon, après, tout le monde va se crêper le chignon. Puis après, ils vont commencer à avoir les notes d'honoraires. Puis après, ils vont se mettre autour d'une table et vont dire maintenant, on fait quoi? Ils vont trouver une solution. Ils vont essayer de sortir par le haut. Moi, je l'espère. Bon, je n'ai pas réussi à faire le lien avec le sujet Canal+, qui se retrouve de fait en monopole aussi. Voilà, alors il n'y a pas les Chinois encore. Les trains, je connais un peu, le foot, je connais pas. Qui se retrouve... non, c'est pas le phare, c'est la télévision, enfin, qui se retrouve en situation de monopole, en ayant aussi à jouer sur les contrats, un peu le juridique, un concurrent qui s'est effondré. Est-ce que dans l'univers des services, on est à ce point différent par rapport
à la notion de marché critique, de zone de référence pertinente, voilà, sur les positions. Voilà, on est quand même, voilà, on se retrouve voilà, on retrouve une entreprise en situation de monopole. Et je le disais, tant mieux pour les footeux. Enfin, en tout cas, les amateurs de foot, moi non plus, je ne suis pas le champion de France, donc c'est pas mal. Alors, sur le cas spécifique des droits liés au foot, je vous avoue que je n'aurais pas l'expertise, mais dans le domaine des services en général, en revanche, on sait que les barrières d'entrée sont beaucoup plus faibles, qu'il y a beaucoup plus de concurrence en général. Donc, il y a quand même une capacité à entrer sur ce nouveau type de marché. Après, bien sûr, le secteur des services, c'est très très large, indéniablement, mais à entrer sur ce type de segment pour éventuellement baisser les prix, proposer notre offre ou innover, qui est beaucoup plus aisé. Donc c'est beaucoup plus compliqué quand même dans le secteur des services en général de créer des monopoles, ou alors on pensera plutôt aux oligopoles technologiques américains typiques, que vous évoquez assez régulièrement aussi sur ce plateau, mais là c'est un cas bien spécifique quand même sur les nouvelles technologies. Mais c'est un peu pareil pour un acheteur de droits de surpayer les droits, comme a fait... semble-t-il, l'espagnol Mediapro, que pour un industriel de faire du dumping sur un contrat. À chaque fois, c'est par les prix qu'il veut effectivement s'imposer et derrière se retrouver ou pas en difficulté. Bombardier s'est fait racheter, Mediapro s'est planté. Donc effectivement, on voit que par rapport à des situations installées d'acteurs bien en place, il y a quand même une espèce d'analogie, encore une fois, entre les deux situations avec, in fine, en tout cas sur ces deux dossiers, le retour aux acteurs historiques en position de force sur des marchés sur lesquels ils ont réussi à repousser l'assaillant qui venait les titiller. Moi, je vous propose une piste pour boucler justement et reboucler avec le premier sujet qu'on a abordé justement, puisque vous nous avez montré la couverture de Business Week sur Apple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les positions sont de moins en moins acquises. Et donc, vous avez des géants qui disparaissent. On parle de la tech, mais je veux dire qu'il y a plein d'exemples. Est-ce que vous vous souvenez de Compaq qui avait lui-même menacé... Je m'en souviens bien, mais parce que je suis âgé, je suis comme vous. Compaq est né parce qu'il était né sur les prix complètement dingues de IBM. Alors, ni IBM ni Compaq n'existent aujourd'hui dans le marché de la haute technologie. Ils ont été rayés de la carte. Bon, IBM a vendu ses PC aux Chinois et Compaq a été absorbé par HP. Donc on peut jamais dire jamais. Alors aussi bien quand on pense que ça y est, on est arrivé, il faut être humble, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Et puis quand on pense que, je dirais, demain c'est la fin du monde, on ne sait jamais. On peut avoir des retournements de situation. C'est la beauté de la vie, c'est la beauté du monde dans lequel nous vivons. Allez, vous m'avez sauvé en bouclant le tout, formidable. Il nous reste 5 minutes, c'est l'after tout de suite. Allez, pour terminer l'émission dans ces dernières 5 minutes, je voudrais revenir, c'était évoqué tout à l'heure par vous, Laurent, sur l'affaire GameStop dont on a beaucoup parlé autour de cette table depuis vendredi dernier. Regardez ce papier du Wall Street Journal. Ce hedge fund a gagné 700 millions sur GameStop. Rappel, GameStop, c'est censé être les petits porteurs qui faisaient plier les méchants hedge funds, finalement, qui a gagné de l'argent. Confirmé par les Échos. Comment les fonds ont profité de l'envolée de GameStop? Il n'y a pas que ces deux-là. Il y a effectivement plusieurs... ceux qui étaient actionnaires de GameStop par définition, qui en ont plus profité. C'était censé être la révolte des petits face aux gros. Il y a quand même un ou deux hedge funds spécialisés dans les ventes au découvert qui ont posé un genou à terre, notamment Melvin Capital qui a perdu quand même 2 à 3 milliards. Le broker Robinhood, qui était censé être à l'origine de tout quasiment, a dû faire des appels de fonds de 3 milliards effectivement par rapport à ses contreparties, puisqu'il était contrepartie de ses clients sur toutes les options. Et finalement, c'est les hedge funds qui ont gagné dans toute cette affaire, ceux qui étaient déjà actionnaires, qui eux ont vendu au plus haut, contrairement vraisemblablement à nombreux des petits porteurs, parce que l'action elle est allée jusqu'à $400, rappelons-le, en début de semaine. Tout à l'heure je regardais, elle était autour de $50, donc c'est plutôt les gros qui ont vendu à 400, alors qu'il y avait encore des petits qui achetaient à ce prix-là. Votre regard sur toute cette affaire et ses éventuelles conséquences sur le Wall Street de demain, Christophe? Alors, la réalité, c'est que vous avez une myriade d'études sur les investisseurs privés.
Et les investisseurs privés, malheureusement, souvent perdent de l'argent sur le long terme. C'est-à-dire ils peuvent faire de bons coups initialement, mais comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire ils vont continuer d'acheter quand les institutionnels, y compris les fonds d'investissement... Pas sur le long terme. Sur ce type d'opération, c'est les derniers arrivés qui, en général, qui s'en sortent le moins bien. Hein. Ah, complètement. Et donc vous avez un phénomène où qu'un investisseur particulier peut faire un coup, comme dans ce cas-là. Mais la réalité, c'est qu'il n'aura jamais à la fois la liquidité et l'expertise pour savoir vraiment sur quelle action miser. Ce que font beaucoup les investisseurs particuliers, c'est qu'ils vont aller sur des small caps avec très peu de capitalisation, très peu de volume, etc. Ils vont se dire c'est un pari, on va tenter sur ça. Mais c'est très risqué. La réalité, c'est que les hedge funds, quand ils gagnent beaucoup d'argent, c'est qu'ils font des paris souvent contrariants avec une vraie expertise pour analyser quelles sont les valeurs qui peuvent le plus évoluer. Après, ils ont bien sûr plein d'algorithmes, etc. Mais il y a aussi l'accès à une information qu'un investisseur particulier n'aura pas. Pour moi, cette affaire-là, qui a été souvent mise en avant comme le fait que les investisseurs particuliers peuvent reprendre le dessus, peuvent faire plier les... Prenez le pouvoir, voilà, la revanche des petits contre les gros. C'est pas du tout vrai. Ouais. Et votre article le montre très bien d'ailleurs, finalement, puisque les institutionnels, en l'occurrence les hedge funds, s'en sortent bien. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'assise de marché. C'est tout ça, ils n'ont pas la liquidité nécessaire pour faire plier, pour faire face aux investisseurs institutionnels, par exemple. Vous nous disiez tout à l'heure, j'ai l'impression que votre sentiment, vous, c'est le gros n'importe quoi. Moi, je pense que c'est du grand n'importe quoi. Et moi, je l'ai déjà vécu parce que j'ai vécu la bulle Internet. Donc, en 2000, c'était la même histoire. Bon, maintenant, vous avez un type, il a acheté une action, il a pris 10%, il rentre à la maison, il dit « Chérie, je suis George Soros ». Bon. Et donc, après, le lendemain, du coup, enorgueilli par son succès, il va faire 2, 3. Je veux dire, quelque part, c'est un peu naïf de croire que vous êtes meilleur que des types qui passent leur journée devant des écrans et dont c'est le métier et qui ont 10, 15, 20 ans de salle de marché. Même ces gens-là, je dirais, parfois, ils prennent des douches assez phénoménales. On parlait du Wall Street Journal. Moi, je me souviens de quelque chose, je ne sais pas s'il existe encore, mais le Wall Street Journal avait fait un truc assez génial. Il prenait en clair les 10 meilleures analyses de la... Ah oui, avec les fléchettes, là. Et ça s'appelait le monkey pick, c'est-à-dire en clair le choix du singe. Donc en clair, c'était un ordinateur qui générait un portefeuille de valeurs complètement aléatoire et on comparait le rendement de ce portefeuille. Moi, je me souvenais des fléchettes avec les 10 meilleurs analystes. Et ce qu'on voyait, c'est que, oui, une fois sur deux, parfois, il y avait l'ordinateur qui battait les professionnels. Donc, encore une fois, on en revient toujours au thème de cette émission, si je peux me permettre. Il faut être humble. Et penser que vous avez un type, parce qu'il a acheté un abonnement Boursorama et qu'il a souscrit, si vous voulez, à la mise sur le marché de la Française des Jeux, que ça y est, c'est George Soros, et qui va pouvoir, si vous voulez, rentrer en choc frontal avec des gens dont c'est le métier, c'est d'une naïveté sans nom. Faut jamais oublier. Il n'y avait rien contre ni Boursorama ni Française des Jeux. Mais non, dans votre propos, c'était un exemple. Boursorama, c'est comme les types. Quand il y a eu la ruée sur l'or, qui a gagné de l'argent? C'est les types. Les pelles. Voilà, c'est les types qui vendaient les pelles et les pioches. C'est pas les pauvres types, si vous voulez. Mais il faut qu'il y ait un type qui trouve une pépite pour qu'il y en ait 99 autres qui suivent. Là, sur la bourse, c'est pareil. Et à propos des vendeurs de... La Banque centrale joue un jeu dangereux parce qu'à force d'alimenter le marché en cash, sous couvert de ne pas gripper l'économie, elle alimente ça. Et le jour où ça fera boom, j'espère que ça ne le fera pas, mais le jour où ça fera boom, ça fera un big boom. Beaucoup plus que au moment de la bulle de l'an 2000. Et à propos est-ce que les vendeurs de pelles à Wall Street, c'est pas les traders haute fréquence qui gagnent quasiment à tous les coups, parce qu'effectivement, ils gagnent sur des très petits différentiels de prix, mais avec des énormes volumes, notamment les volumes de tous ces gens-là dont ils ont les informations auparavant, puisqu'ils les payent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, dans les salles de marché, on a souvent l'image de tous les films qui ont popularisé des salles de marché où vous avez une myriade de traders qui sont tout le temps au téléphone, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes font tout. Donc, ce sont des ordinateurs qui vont tout faire. Les gens ne crient plus au téléphone. Rapide. Et vous avez effectivement, ce sont des vrais ingénieurs talentueux, éventuellement de Polytechnique, etc., qui ont la vraie expertise dans ce domaine-là. Mais aussi les banques, ce qu'ont bien compris les banques en interne, c'est que, et notamment après l'affaire Kerviel, c'est qu'avoir trop d'humains dans ce type de schéma où des millions, parfois des milliards sont en jeu, c'est très compliqué. Donc ils ont beaucoup informatisé, ils ont mis en place plein d'algorithmes et finalement aujourd'hui, l'humain sert surtout de surveillance. Mais la réalité, c'est que tout passe par des ordinateurs. Et indéniablement, quand on parle de millisecondes, un trader chez lui face à son écran... Il n'est pas capable. Par rapport au type qui est chez lui avec son ADSL et son Boursorama, ça va être dur. Mais par contre, le vendeur de pioches des marchés financiers, c'est le courtier. Hein. Oui, vous voulez, oui. Pas le trader, c'est le courtier. C'est celui, si vous voulez, qui enregistre une com à chaque fois qu'il y a un mouvement. Peu importe ce qui se passe. Eh oui, peu importe ce qui se passe. Il y a des beaux métiers. Merci, messieurs. Très bon week-end. Beaucoup. Très bon week-end à vous. On en reste là. On se retrouve lundi. Bonne soirée.